Le dîner est devenu complètement silencieux au moment où les trois voyous ont déchiré l'uniforme de la serveuse, en riant comme des monstres dans une cage qu'ils pensaient posséder. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que tous les témoins tremblants allaient bientôt découvrir, c'est que son mari n'était pas n'importe qui. Il s'appelait Matteo Marquet, l'homme autrefois craint sous le nom de Black Lion. Et à l'instant où la clochette au-dessus de la porte a tinté, leurs rires se sont éteints. Si tu es déjà accro à cette histoire, abonne-toi tout de suite et laisse-moi un commentaire pour me dire d'où tu regardes. Ça me fait toujours plaisir de voir les différents endroits du monde où vous êtes. Et demain, j'ai une autre histoire incroyable qui t'attend, tu ne veux vraiment pas la rater. Allez, on retourne à l'histoire. Le pot de café s'est brisé sur le carrelage au moment où le dîner est devenu mortellement silencieux. Lena Marquet se tenait figée près de la banquette 7, serrant contre sa poitrine le tissu déchiré de son uniforme bleu pâle. L'air froid mordait sa peau exposée. Les rires des trois inconnus résonnaient dans le restaurant, forts, cruels et sans cœur. Les clients restaient paralysés dans leur banquette en vinyle rouge, fourchettes suspendues en l'air. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Parce que cette serveuse si douce avait une protection que personne ici ne pouvait imaginer. Et dans les 10 prochaines minutes, ces mêmes hommes qui s'étaient moqués d'elle allaient comprendre le vrai sens du mot peur. Le soleil d'automne se couchait sur la route 9 quand Lena a commencé son service du soir au Milleres dîner. À 31 ans, elle dégageait une grâce tranquille qui mettait les gens en confiance. Son uniforme était toujours impeccable, ses cheveux blonds foncés attachés avec soin, et son sourire sincère. Les clients réguliers savaient que son café était toujours chaud et sa présence apaisante. Le couple âgé de la banquette 3 lui souriait quand elle remplissait leur tasse sans qu'on le lui demande. Le camionneur dans le coin hochait la tête pour la remercier. Pour tout le monde ici, elle était simplement Lena, la serveuse qui se souvenait de ta commande et n'osait jamais la voix. Pourtant, derrière ses yeux noisettes chaleureux se cachait une histoire que personne dans cette petite ville ne connaissait. Alors qu'elle essuyait le comptoir, la clochette au-dessus de la porte a tinté. 3 hommes sont entrés, veste en cuir, démarche arrogante, voix trop forte pour l'espace. Celui qui menait, large d'épaules, cheveux noirs gominés en arrière et un sourire narquois gravé sur le visage, a balayé le dîner du regard comme s'il lui appartenait. Derrière lui, ses 2 acolytes, l'un grand et maigre, l'autre trapu avec un tatouage fané qui remontait dans son cou. Il riait pour rien, ce genre de rire qui sert à marquer son territoire. « Eh, ma belle !» a lancé le chef en claquant des doigts vers Lena. « On crève la dalle. Tu vas t'occuper de nous ou quoi ?» Lena a pris 3 menus, le visage impassible. « Bien sûr. Par ici, messieurs. » La façon dont elle a dit « messieurs » était douce, polie, professionnelle. Ça a fait ricaner le trapu. Ils ne se sont pas assis là où elle les avait conduits. Ils ont pris la banquette centrale, s'étalant, se rendant impossible à ignorer. Les autres clients se sont tortillés, mal à l'aise, les yeux baissés, les conversations devenant murmures. Le vieux Jimmy, le cuisinier, observait depuis la fenêtre de la cuisine, ses mains abîmées figées au-dessus du grill. Lena a posé les menus. « Je peux commencer par un café. » Le chef s'est adossé, les bras étendus sur la banquette. « Ça dépend. Tu es doué pour servir ?» Ses amis ont explosé de rire. Quelques clients ont jeté un regard gêné. La voix de Lena est restée calme. « Je vais vous chercher vos cafés. » Au cours des 20 minutes suivantes, leur comportement a empiré. Ils se sont moqués de la veste usée du camionneur, ont fait des blagues vulgaires sur l'appareil auditif de la vieille dame, ont renvoyé leurs burgers 2 fois. Une fois parce qu'ils étaient froids, puis parce qu'ils étaient trop chauds. Chaque fois, Lena retournait en cuisine sans se plaindre, refaisait la commande et revenait avec le même sourire doux. Elle est soit stupide, soit une sainte, a marmonné le grand maigre assez fort pour que la moitié du dîner l'entende. Le chef a souri. On va bien voir laquelle des deux. Quand Lena a apporté l'addition et l'a posée doucement sur la table, la main du chef a jailli et attrapé son poignet. Sa poigne était forte, ses doigts s'enfonçaient dans sa peau. « Tu sais quoi ?» a-t-il dit d'une voix faussement sincère. « Je pense que le service ne mérite pas de pourboire. » Sa poigne s'est resserrée. « Peut-être que tu devrais faire plus d'efforts pour nous plaire. » Lena a essayé de reculer doucement, la voix toujours stable. « Monsieur, lâchez-moi, s'il vous plaît. » Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a tiré vers lui et son autre main a attrapé le col de son uniforme. Le tissu s'est déchiré net le long de la couture avant, les boutons s'éparpillant sur le sol comme des pièces de monnaie. Le dîner est devenu silencieux.
La vieille dame a poussé un cri étouffé. La chaise du camionneur a raclé le sol alors qu'il commençait à se lever. Jimmy a laissé tomber sa spatule dans la cuisine. Lena se tenait là, une main serrant son uniforme déchiré contre sa poitrine, l'autre tenant encore la cafetière vide. Sa respiration était courte, son visage rouge. Le chef souriait, fier du chaos qu'il avait créé, pendant que ses amis éclataient de rire qui rebondissaient sur les murs. Les clients observaient, horrifiés, figés entre l'envie d'intervenir et l'instinct de survie. Mais Lena n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est simplement restée debout, regardant l'homme avec un calme qui n'avait pas sa place dans cet instant. Un calme qui venait de beaucoup plus profond que la peur. Parce qu'elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Toutes les têtes se sont tournées. Matteo Marquet est entré, grand, cheveux noirs, portant une simple veste noire par-dessus une chemise grise. Son visage était calme, ses mouvements mesurés. Il s'est arrêté à 3 pas de la porte, ses yeux balayant la salle, les boutons éparpillés, l'uniforme déchiré, le visage de sa femme. Le camionneur a écarquillé les yeux et s'est rassis lentement. Le vieil homme a murmuré quelque chose à sa femme, qui a immédiatement détourné le regard. Jimmy a disparu de la fenêtre de la cuisine. Les 3 hommes à la banquette centrale n'avaient rien remarqué. Ils riaient encore. Matteo a avancé, chaque pas délibéré, et a tiré une chaise au comptoir. Il s'est assis lentement, sans jamais quitter des yeux les hommes au centre. Puis il a parlé, d'une voix basse mais qui portait dans le silence comme une cloche d'église. « Lena, viens ici. Si voir ça te fait déjà bouillir le sang, abonne-toi maintenant, parce que si tu ne le fais pas, tu oublieras cette colère dès que la vidéo se terminera. Et c'est exactement comme ça que les méchants gagnent. » Lena s'est dirigée lentement vers Matteo, une main serrant toujours le tissu déchiré de son uniforme. Le dîner restait figé, tous les clients retenaient leur souffle, observant cet homme calme au comptoir qui venait de prendre possession de la salle avec seulement 2 mots. Le chef des 3 hommes a enfin levé les yeux, son sourire s'effaçant quand il a senti le changement d'atmosphère. « T'es qui, toi, putain ?» Matteo n'a pas répondu. Il a simplement regardé Lena, ses yeux sombres scrutant son visage, son uniforme déchiré, et la légère tremblement de ses mains malgré son expression calme. Quelque chose a traversé son visage. Pas encore de la rage, mais quelque chose de plus froid, de plus contrôlé. « Tu es blessé ?» demanda-t-il d'une voix douce, réservée uniquement à elle. Elle a secoué la tête. « Je vais bien. » Mais tous les deux savaient que ce n'était pas vraiment la question qu'il posait. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut savoir qui était vraiment Matteo Marquet, et pourquoi Lena n'avait jamais vraiment peur des hommes comme cela. 3 ans plus tôt, avant le dîner, avant cette vie tranquille, il vivait dans un monde où le pouvoir était une monnaie et la loyauté était une question de vie ou de mort. Matteo avait été le chef du syndicat Marquet, mais pas le genre de leader qui régnait par la peur. Il avait construit son empire sur quelque chose de plus rare, la confiance. Les hommes le suivaient parce qu'il les protégeait. Les familles lui juraient loyauté parce qu'il tenait toujours parole. Dans un monde de trahison et de sang, Matteo était l'exception. Lena était travailleuse sociale quand ils s'étaient rencontrés, quelqu'un qui croyait encore que les gens pouvaient changer, que la gentillesse avait de l'importance. Il était entré dans son centre communautaire pour trouver un programme pour l'un des fils de ses soldats. Elle avait regardé cet homme dangereux et avait vu quelqu'un qui essayait de bien faire pour un enfant qui n'avait pas de père. 6 mois plus tard, elle était devenue sa femme. Non pas à cause de son pouvoir, mais parce que derrière la réputation, elle avait trouvé un homme qui croyait encore à la protection des innocents. Leur vie ensemble avait été compliquée. Vivre entre 2 mondes, essayer d'équilibrer ses responsabilités avec ses valeurs à elle. Mais ils y étaient arrivés. Jusqu'à la nuit de l'embuscade. Des familles rivales, jalouses de l'influence de Matteo, s'étaient alliées. Elles l'avaient attiré dans un entrepôt sous prétexte de négociation de paix. 15 hommes contre 3. Les coups de feu avaient éclaté. Les flammes avaient consumé le bâtiment. Quand les renforts étaient arrivés, l'entrepôt n'était plus que cendres. Ils avaient retrouvé 2 corps. Celui de Matteo n'en faisait pas partie. Pendant 8 mois, le monde l'avait cru mort. Lena l'avait pleuré dans un chagrin si profond qu'elle ne pouvait plus parler. Elle avait quitté la ville, tout abandonné, et s'était enfoncée dans l'engourdissement. Jusqu'à cette nuit pluvieuse où on avait frappé à sa porte. Elle avait ouvert et l'avait trouvé là, cicatrisé, brisé, mais vivant. Il s'était traîné hors de cet entrepôt, avait été caché par un vieil allié, et avait passé des mois à se remettre de ses brûlures et de ses blessures par balles.
Quand il avait enfin pu tenir debout, il était revenu vers elle. Ils étaient restés assis dans la petite cuisine de son appartement jusqu'à l'aube, et il avait prononcé les mots qui avaient tout changé. « Je ne peux pas retourner à cette vie, mais je ne peux pas la vivre sans toi. » Ils avaient fait un pacte. Ils disparaîtraient ensemble, prendraient de nouveaux noms, trouveraient un endroit calme et construiraient quelque chose de propre. Plus de violence, plus de pouvoir, juste la paix. Le dîner avait été l'idée de Lena. Un endroit où les gens venaient se sentir en sécurité, être nourris, être vus. C'était devenu leur sanctuaire, leur seconde chance. Pendant 3 ans, ça avait fonctionné. De retour au présent, Matteo s'est levé lentement de son tabouret. Le mouvement était décontracté, sans hâte, mais l'air dans le dîner a de nouveau changé. Il s'est dirigé vers la banquette centrale, les mains dans les poches, ses pas étant le seul bruit dans la salle. Le chef a essayé de retrouver son arrogance. « Écoute mec, on s'amusait juste avec la serveuse. Pas de mal, hein ?» Il a regardé ses amis pour chercher du soutien, mais ses amis ne riaient plus. Le grand maigre jetait constamment des regards vers la porte. Le trapu était devenu pâle. Matteo s'est arrêté devant leur table. Il n'a pas haussé la voix. Il a simplement dit « Levez-vous ». Le chef a hésité. « Quoi ?» J'ai dit « Levez-vous ». Le ton de Matteo n'avait pas changé, toujours calme, toujours posé, mais quelque chose dedans a fait trembler la main de l'homme. Le chef s'est levé lentement, essayant de soutenir son regard, essayant de paraître dur. « Écoute, on ne veut pas d'ennui. Alors tu n'aurais pas dû la toucher. » Le camionneur dans la banquette du coin s'est soudain levé et s'est approché rapidement du chef. C'était un homme imposant, marqué par des années sur la route, et son visage était devenu blanc. Il s'est penché près de l'oreille du chef et lui a murmuré quelque chose d'urgent. La couleur a quitté le visage du chef. Ses yeux sont passés de Matteo à Lena, puis sont revenus sur Matteo. La reconnaissance l'a frappé comme de l'eau glacée. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Tu es le Black Lion. » Le trapu a renversé son verre d'eau en se levant. Le grand maigre reculait déjà vers la porte. Matteo a souri, mais ce sourire n'a jamais atteint ses yeux. Maintenant tu commences à comprendre. Les mains du chef tremblaient maintenant. Son assurance d'avant était complètement brisée. On ne savait pas, on n'aurait jamais. Vous n'auriez jamais quoi ? A demandé Matteo en s'approchant. Vous ne l'auriez pas blessé ? Humilié ? Déchirer ses vêtements devant une salle pleine de gens ? Sa voix est descendue jusqu'à un murmure qui, pourtant, portait dans tout le dîner. Vous avez fait tout ça parce que vous pensiez qu'elle était faible. Qu'elle était seule. Que personne ne vous arrêterait. Il a jeté un regard vers Lena, toujours debout près du comptoir. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. La voix du chef est sortie étranglée, désespérée. Écoute mec, monsieur Marquet, on ne savait pas qui elle était. Si on avait su. Si vous aviez su. L'a interrompu Matteo doucement. Vous l'auriez fait à quelqu'un d'autre. À quelqu'un sans protection. C'est ça que tu es vraiment en train de dire, non ? L'homme a ouvert et fermé la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Matteo a tiré une chaise de leur banquette et s'est assis lentement, faisant signe aux places en face de lui. Asseyez-vous. Les 3 hommes ont échangé des regards. Le trapu transpirait. Le grand maigre semblait prêt à s'enfuir. Mais le chef, comprenant que courir ne ferait qu'empirer les choses, s'est rassis. Ses amis l'ont suivi à contre-cœur, comme des hommes marchant vers leur propre exécution. Le dîner est resté silencieux. Chaque client était maintenant un témoin, observant ce procès silencieux qui se déroulait. Matteo s'est adossé, sa posture détendue, presque décontractée. « Dites-moi quelque chose. Quand vous êtes entré ici ce soir, qu'est-ce que vous avez vu ?» Le chef a dégluti difficilement. « Je ne comprends pas. Question simple. Qu'est-ce que tu as vu quand tu l'as regardé ?» a dit Matteo en hochant la tête vers Lena. Les yeux de l'homme ont furtivement regardé Lena, puis se sont vite détournés. « J'ai vu une serveuse. » « Et quoi d'autre ?» Silence. « Allez, » a dit Matteo, sa voix toujours étrangement calme. « Tu as vu autre chose. Quelque chose qui t'a fait penser que tu pouvais faire ce que tu as fait. C'était quoi ?» Le grand maigre a murmuré. « On pensait qu'elle avait l'air douce. »« Douce » a répété Matteo, comme s'il goûtait le mot. « Tu veux dire faible. » L'homme n'a pas nié. Les doigts de Matteo ont tambouriné une fois sur la table.
Un petit bruit qui a fait sursauter les trois hommes. Laissez-moi vous dire ce que je vois quand je la regarde. Je vois une femme qui a tout perdu il y a 3 ans, qui a pleuré si profondément qu'elle ne pouvait plus manger pendant des semaines, qui aurait pu rester brisée mais qui a choisi de se reconstruire. Sa voix n'a jamais monté, n'a jamais durci, mais le poids de chaque mot pesait sur la banquette comme une force physique. Je vois quelqu'un de plus fort que vous ne le serez jamais. La vieille dame de la banquette 3 s'est tamponné les yeux avec une serviette. Le camionneur se tenait maintenant près du comptoir, les bras croisés, l'expression sombre et satisfaite. Le chef a essayé à nouveau. On est désolé. On est vraiment désolé. On va payer pour son uniforme. On va payer pour tout. Tu penses que c'est une question d'argent? Pour la première fois, la voix de Matteo a pris une pointe tranchante. Vous l'avez humiliée devant ses clients, dans l'endroit qu'elle a transformé en foyer. Tu crois que des dollars réparent ça? Alors qu'est-ce que tu veux? A demandé le trapu d'une voix qui s'est brisée. On fera tout ce que tu veux. S'il te plaît. Matteo est resté silencieux un long moment. Puis il s'est tourné vers Lena, toujours debout près du comptoir, les bras serrés autour d'elle. Qu'est-ce que tu veux, Lena? Tous les regards dans le dîner se sont tournés vers elle. Lena est restée silencieuse, son visage indéchiffrable. Elle regardait les trois hommes, maintenant réduits de prédateurs à proie. Leur cruauté d'avant avait été remplacée par une peur nue. Elle pouvait le voir dans leurs yeux. Ils s'attendaient à de la violence, ils s'attendaient à ce que Matteo leur brise les os, les fasse disparaître, qu'il fasse tout ce que le Black Lion était réputé faire. Mais elle n'avait jamais aimé Matteo pour sa capacité à faire violence. Elle l'aimait pour savoir quand ne pas l'utiliser. « Je veux qu'ils comprennent », a-t-elle enfin dit, sa voix ferme malgré tout. « Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils m'ont pris. Ce qu'ils prennent à chaque personne qu'ils traitent comme ça. » Matteo a hoché lentement la tête, puis s'est retourné vers les hommes. « Vous avez entendu ?» Le chef a hoché frénétiquement la tête. « Oui. Oui, on comprend. » « Non, vous ne comprenez pas. » Matteo s'est penché en avant. « Mais vous allez comprendre. » Il a claqué des doigts une fois. Le bruit a traversé le dîner comme un coup de feu. 2 hommes se sont levés d'une banquette tout au fond, une banquette si reculée que la plupart des clients avaient oublié que quelqu'un y était assis. Ils étaient là depuis le début, silencieux, observant, attendant. L'un était plus âgé, peut-être 50 ans, avec des cheveux argentés et un costume qui trahissait une richesse discrète. L'autre était plus jeune, bâti comme un boxeur, avec des yeux calmes qui avaient vu trop de choses. Ils se sont déplacés avec la précision coordonnée d'hommes qui travaillaient ensemble depuis des années. Le visage des 3 voyous est passé de pâle à cendreux. « Non » a murmuré le chef. « Non, s'il vous plaît. »« Détendez-vous » a dit Matteo, même si son ton suggérait tout sauf du calme. « Ils ne vont pas vous faire de mal. Ils vont vous escorter dehors. Et ensuite, nous allons avoir une conversation sur la responsabilité. » Le trapu s'est mis à pleurer. De vraies larmes coulaient sur son visage. « J'ai une famille. J'ai des enfants. Alors tu aurais dû y penser avant de terroriser la femme de quelqu'un d'autre. » Matteo s'est levé, époussetant sa veste. « Emmenez-les aux voitures. » Les 2 hommes se sont approchés de la banquette. Le plus jeune a fait un geste poli vers la porte. « Messieurs, allons-y. » Le grand maigre a paniqué et s'est enfui. Il n'a fait que 3 pas avant que l'homme plus âgé ne se place simplement sur son chemin. Le plus jeune l'a attrapé par le bras, pas brutalement, juste fermement. Doucement. Fuir empire les choses. Les 3 ont été escortés vers la porte, trébuchant les uns sur les autres. En passant devant Lena, le chef s'est retourné, le visage désespéré. « S'il te plaît, dis-lui qu'on est désolé. Dis-lui. » La voix de Lena l'a arrêté net. « Ce n'est pas à moi que tu devrais supplier. » La clochette a tinté quand ils sont sortis. À travers les fenêtres, les clients pouvaient voir 2 berlines noires qui tournaient au ralenti près du trottoir, leur moteur ronronnant doucement dans l'obscurité grandissante. Matteo est retourné au comptoir et s'est assis à côté de Lena. Il a tendu la main lentement, lui laissant le temps de reculer. Quand elle ne l'a pas fait, il a pris sa main. « Je suis désolé que tu aies dû te souvenir », a-t-il dit doucement. Elle a serré sa main. « De ce qu'on a laissé derrière nous. De pourquoi on a dû partir. » Dehors, les portières des voitures se sont fermées. Les berlines sont parties, leurs feux arrière disparaissant sur la route 9. À l'intérieur du Milleres dîner, lentement, prudemment,
La vie a recommencé à reprendre son cours. Elle, la serveuse du service du soir, Maria, une étudiante qui travaillait les week-ends, est sortie de la cuisine avec un cardigan emprunté. Elle s'est approchée de Léna avec hésitation, les yeux rougis. « Tiens » murmura-t-elle en le lui tendant. « Je le garde dans mon casier. » Léna l'a pris avec gratitude et l'a enfilé par-dessus son uniforme déchiré. « Merci, Maria. »« Non » a répondu la jeune fille, la voix tremblante. « Merci à toi. Pour ne pas avoir fui. Pour être restée calme. Moi, je me serais effondrée. » Après le retour de Maria en cuisine, Matteo est resté au comptoir. Il n'avait pas bougé, il n'avait pas parlé. Il était simplement assis là, les mains croisées, respirant lentement. Le vieux Jimmy lui a apporté une tasse de café sans qu'on le lui demande. Noir, sans sucre, comme Matteo l'aimait toujours. « C'est offert par la maison », a grogné Jimmy, sa main abîmée tremblant légèrement en posant la tasse. Matteo a hoché la tête pour le remercier. Puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est tourné sur son tabouret pour faire face à tout le dîner. À tous les clients qui avaient assisté à la scène, figés entre la peur et la fascination. « Je m'excuse », a-t-il dit, sa voix claire mais sans force, « d'avoir apporté ça dans votre soirée. D'avoir perturbé votre paix. » La vieille dame de la banquette 3 a pris la parole, la voix tremblante mais ferme. « Jeune homme, vous n'avez rien à vous excuser. Ces animaux. » Elle n'a pas pu finir, submergée par l'émotion. Son mari lui a tapoté la main. Le camionneur s'est avancé, sa carrure massive bloquant la lumière de la fenêtre. « Monsieur Marquet », a-t-il dit avec soin et respect, « j'ai conduit sur des routes dans l'East Side pendant 15 ans. J'ai vu ce que vous avez fait pour les quartiers. Comment vous teniez les vrais prédateurs à distance. » Il a jeté un regard vers l'endroit où les 3 hommes étaient assis. Des hommes comme ça, ils sont partout maintenant. Plus personne ne les contrôle. L'expression de Matteo n'a pas changé. « Ce n'est plus mon monde. » « Peut-être, » a répondu le camionneur, « mais certaines choses ne changent pas. Un homme protège ce qui est à lui. C'est universel. » Matteo a pris une gorgée de café, puis l'a reposé avec soin. Quand il a repris la parole, ses mots étaient mesurés, choisis avec précision. « Je veux vous dire quelque chose à tous. À propos de la dignité. À propos des conséquences. À propos de ce que les hommes qui s'en prennent aux faibles craignent vraiment. » Le dîner était silencieux. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait trop discret. Ces 3 hommes dehors, ils vont être emmenés dans un endroit où ils vont s'asseoir en face de personnes bien plus effrayantes que moi. Des personnes qui ont perdu des filles à cause d'hommes comme eux. Des mères qui ont enterré leurs fils parce que quelqu'un pensait que la cruauté était du pouvoir. Les doigts de Matteo ont tracé le bord de sa tasse de café. Ils ne seront pas battus. Ils ne seront pas tués. On va leur montrer quelque chose de pire. « Qu'est-ce qui est pire que ça ?» a murmuré Maria depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Matteo l'a regardé. L'empathie. Une empathie forcée, inévitable. Ils vont entendre des histoires, voir des photos, rencontrer les gens dont les vies ont été détruites par la cruauté gratuite. Et ensuite, on leur donnera un choix. Léna a parlé pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Matteo. Il s'est tourné vers elle et son expression s'est adoucie, la dureté fondant pour révéler quelque chose de vulnérable en dessous. « Je sais ce que tu penses. Que je suis en train de retomber, que je suis en train de briser notre promesse. C'est le cas. » Non. Sa main a trouvé la sienne à nouveau. Parce que ce n'est pas une question de pouvoir, Léna. C'est pour m'assurer qu'ils comprennent vraiment. Ce qu'ils t'ont fait, ils l'ont fait à d'autres. Ce qu'ils auraient fait à la personne suivante, et à celle d'après. Il a regardé les clients du dîner. Les hommes comme ça ne s'arrêtent pas parce qu'on leur crie dessus. Ils s'arrêtent quand ils se voient enfin clairement. Le vieil homme a pris la parole, la voix basse mais ferme. Et après? Après qu'ils se soient vus, a répété Matteo. On leur donnera une opportunité. Travailler, servir, protéger le genre de personnes qu'ils victimisaient avant. Pas parce que je les force avec une arme, mais parce qu'ils comprendront enfin pourquoi ils doivent le faire. Il a marqué une pause. Certains le prendront. D'autres non. Ceux qui refuseront. Il n'a pas terminé sa phrase. Le camionneur a hoché lentement la tête. La justice, pas la vengeance. Quelque chose comme ça. Jimmy est sorti complètement de la cuisine, son tablier taché de graisse, son visage marqué par des décennies de vie rude.
Vous savez ce que je vois quand je regarde autour de ce dîner? Je vois des gens qui avaient trop peur de bouger, y compris moi. Il a secoué la tête, la honte colorant ses traits. J'aurais dû faire quelque chose dès qu'ils ont commencé à la harceler. On aurait tous dû. Vous n'êtes pas formé pour ça, a dit Lena doucement. Aucun de vous ne l'est. Ça n'a pas d'importance, a déclaré fermement la vieille dame. On est resté assis. On a regardé. On a laissé faire. Matteo s'est levé et s'est tourné pour s'adresser directement à eux tous. Vous voulez savoir ce qui aiderait vraiment? La prochaine fois, et il y en aura une, quelque part, à quelqu'un, ne vous contentez pas de regarder. Appelez quelqu'un. Levez-vous. Même si c'est juste dire arrête. Parce que le silence. Il a regardé chaque visage. Le silence est ce sur quoi comptent les hommes comme ça. Ils ne craignent pas la force. Ils craignent les témoins. Ils craignent la communauté. Le camionneur a sorti son téléphone. J'ai relevé leurs plaques d'immatriculation avant que vos gars les emmènent. J'ai aussi pris une photo de leur visage. Bon travail, a dit Matteo. Tu as fait ce qui comptait. Tu as vu. Tu t'es souvenu. Matteo s'est rassis, l'air soudain fatigué. C'est plus que ce que font la plupart des gens. Lena s'est appuyée contre son épaule et il a passé un bras autour d'elle, attentif à son uniforme déchiré, protecteur sans être possessif. Dehors, le soleil s'était complètement couché. La route 9 s'étendait sombre et vide. À l'intérieur du Milleres dîner, sous les lumières chaudes, quelque chose avait changé. Les clients n'étaient plus seulement des témoins. Ils faisaient partie de quelque chose, un moment qui allait définir comment ils se voyaient eux-mêmes. Le camionneur s'est rassis en premier, puis le couple âgé, puis les autres, un par un, retournant à leur repas. Mais tout avait changé. Matteo a fini son café en silence, la tasse reposant entre ses mains comme une encre. Lena était assise à côté de lui, son épaule pressée contre la sienne, puisant de la force dans sa présence. Le dîner avait retrouvé une apparence de normalité, fourchettes raclant les assiettes, murmures de conversation, mais l'air vibrait encore de tension. Jimmy s'est approché avec la cafetière. Un autre café. Matteo a secoué la tête. Non, merci. Il a jeté un regard à l'horloge au-dessus de la caisse. 20 minutes s'étaient écoulées depuis que les berlines noires étaient parties. Il s'est levé lentement et a aidé Lena à se mettre debout. Je dois aller m'occuper de ça. La main de Lena s'est resserrée autour de la sienne. Matteo, attends. Il s'est tourné complètement vers elle, ses yeux sombres scrutant son visage. Le reste du dîner s'est effacé. Il n'y avait plus que deux, comme cela avait toujours été dans les moments importants. Qu'est-ce que tu vas leur faire? Demanda-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Ce qui doit être fait. Ce n'est pas une réponse. Ses yeux noisettes ont soutenu les siens, sans ciller. On avait fait une promesse. Pas de violence. Pas de retour à cette vie. Ils t'ont fait du mal, Lena. Ils m'ont humiliée, a-t-elle corrigé. Il y a une différence. Oui, c'était terrifiant. Oui, j'ai voulu disparaître à ce moment-là, mais je ne me suis pas effondrée. Je suis encore debout ici. Elle a posé la main sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur. On est encore debout ici. Matteo a serré la mâchoire. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les laisser partir? Attendre qu'il fasse ça à la femme de quelqu'un d'autre? À la fille de quelqu'un d'autre? Non. Sa voix était ferme maintenant. Je veux que tu fasses ce que tu as dit. Leur montrer de l'empathie. Leur montrer les conséquences. Mais je veux faire partie de ce choix. Il a étudié son visage, la confusion traversant ses traits. Quel choix? Lena a pris une grande inspiration, rassemblant ses pensées. Elle avait passé 3 ans à essayer d'oublier la femme qu'elle était autrefois, celle qui s'asseyait en face d'adolescents brisés dans un centre communautaire, celle qui croyait que les gens pouvaient changer si on leur donnait les bons outils. Cette femme lui semblait étrangère maintenant, mais peut-être n'était-elle jamais vraiment partie. Je veux leur parler, a-t-elle dit. Absolument pas. La réponse de Matteo a été immédiate et protectrice. Lena, tu n'as pas besoin de faire ça. Si, j'en ai besoin. Elle a serré sa main plus fort. Pas pour eux. Pour moi. Parce que si je ne les affronte pas, si je te laisse simplement t'en occuper, alors ils m'auront pris quelque chose ce soir que je ne pourrai pas récupérer. Quoi? Ma voix. Elle a regardé autour d'elle les clients qu'il avait vus être victimisés,
qu'il avait vue réduite à quelqu'un ayant besoin d'être sauvé. Tout le monde dans cette salle m'a vue comme une victime ce soir. Même toi. Surtout toi. Matteo a tressailli comme si elle l'avait frappé. Ce n'est pas. Si, ça l'est. Son ton était doux mais inébranlable. Dès l'instant où tu es entré, tu as pris le contrôle. Tu as géré la situation. Tu as pris les décisions. Et je t'en suis reconnaissante, mon Dieu, Matteo, je suis tellement reconnaissante que tu étais là. Mais si ça se termine avec toi qui les punis pendant que je reste silencieuse. Elle a secoué la tête. Alors rien ne change. Je reste juste la femme à qui il est arrivé quelque chose, pas la femme qui décide de ce qui arrive ensuite. Le dîner était redevenu silencieux. Tout le monde écoutait, même s'il faisait semblant du contraire. Jimmy a parlé depuis derrière le comptoir. Elle a raison, fiston. Matteo s'est tourné, surpris. Le vieux cuisinier a haussé les épaules, son visage marqué par la réflexion. J'ai vu des hommes gérer les choses toute leur vie. Parfois, la chose la plus forte qu'on puisse faire, c'est reculer et laisser la personne qui a été blessée décider du chemin à suivre. La vieille dame s'est levée de sa banquette, sa petite silhouette commandant soudain l'attention. Jeune homme, votre femme est une femme remarquable. Je viens dans ce dîner depuis 2 ans, et je l'ai vue gérer des camionneurs ivres, des adolescents en colère et des clients impossibles avec plus de grâce que je n'en ai vu de toute ma vie. Elle s'est approchée, sa canne tapotant doucement le sol. Ne lui enlève pas ce moment. Elle l'a mérité. Matteo a regardé Lena, le conflit se livrant sur son visage. Il pouvait voir la bataille en lui, l'instinct de protéger contre le respect pour son autonomie. C'était la même bataille qu'il avait menée quand ils s'étaient rencontrés, quand elle insistait pour marcher seule dans des quartiers dangereux pour rejoindre les enfants qui avaient le plus besoin d'elle. Enfin, il a expiré longuement. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je ne sais pas encore, a admis Lena. Mais j'ai besoin de les regarder dans les yeux. J'ai besoin qu'ils entendent ma voix, pas la tienne, pour comprendre que je ne suis pas faible parce que je suis gentille, que la douceur n'est pas la même chose que l'impuissance. Matteo est resté silencieux un long moment. Puis il a sorti son téléphone et a passé un appel. Marco, ne commence pas encore. Ramène-les au dîner. Une pause. Oui. Ici, ma femme veut leur parler. Une autre pause. Non. Ce n'est pas négociable. Ramène-les. Il a raccroché et a regardé Lena. Ils seront là dans 5 minutes. Le cœur de Lena battait fort contre ses côtes, mais elle a hoché la tête. Merci. Ne me remercie pas encore. Il a pris son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues. S'ils disent un seul mot qui dépasse les limites, je m'en occuperai. Fais-moi confiance, comme je t'ai toujours fait confiance. Ses yeux se sont fermés brièvement, comme sous le coup de la douleur. Quand ils se sont rouverts, ils étaient remplis d'une sorte d'admiration. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Alors laisse-moi le prouver. Dehors, des phares sont apparus dans l'obscurité. Les berlines noires revenaient. Lena a redressé son cardigan emprunté, a relevé le menton et s'est tournée vers la porte. La clochette a tinté quand les 3 hommes sont rentrés, escortés à l'intérieur. Pâle, terrifié, et sur le point d'affronter quelque chose de bien plus puissant que la fureur du Black Lion. Ils allaient affronter la femme qu'ils avaient sous-estimée. Les 3 hommes sont rentrés en trébuchant dans le dîner, encadrés par les 2 associés de Matteo. Le chef avait les yeux rougis, son arrogance d'avant complètement brisée. Le trapu avait arrêté de pleurer, mais son visage restait gonflé et marbré. Le grand maigre gardait la tête baissée, incapable de croiser le regard de quiconque. Ils avaient l'air d'hommes complètement différents de ceux qui étaient entrés 1 heure plus tôt. Marco, l'homme plus âgé aux cheveux argentés, a hoché la tête vers Matteo. Comme demandé. Attendez dehors, a dit Matteo calmement. Mais restez proche. Les yeux de Marco se sont posés sur Lena, l'inquiétude visible sur son visage marqué. Il l'avait connue dans l'ancienne vie, il avait assisté à leur mariage, il les avait aidés à disparaître quand Matteo était revenu d'entre les morts. Vous êtes sûre de ça, Madame Marquet? J'en suis sûre. Il a hoché la tête une fois, avec du respect dans ce simple geste, et est sorti avec son partenaire. À travers la fenêtre, les berlines noires continuaient de tourner au ralenti, leur moteur ronronnant doucement dans la nuit. Lena se tenait au centre du dîner, son uniforme déchiré caché sous le cardigan de Maria. Les 3 hommes étaient placés près de la porte, toute fuite impossible, leur dignité complètement arrachée.
Tous les clients observaient témoins à nouveau, mais cette fois de quelque chose de différent. Le chef n'a pas pu rester silencieux. Écoutez, on est désolé, on est vraiment. Stop. La voix de Léna n'était pas forte, mais elle a tranché sa supplique comme une lame. Il s'est tu immédiatement. Je ne vous ai pas encore demandé de parler. Le trapu a déplacé son poids, mal à l'aise. Le grand maigre a serré ses bras autour de lui, se faisant plus petit. Léna a fait un pas en avant. Matteo est resté près du comptoir, chaque muscle tendu, mais il n'a pas bougé. C'était son moment à elle. Est-ce que vous savez ce que ça fait? A-t-elle commencé, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. D'avoir sa dignité arrachée devant des inconnus? De sentir le tissu se déchirer et de savoir que tout le monde vous regarde être réduite à un objet? Le chef a ouvert la bouche, l'a refermée, et a secoué la tête. Non, vous ne savez pas. Parce que des hommes comme vous, vous êtes ceux qui prennent. Vous n'avez jamais eu quelque chose de précieux qui vous soit volé devant une foule. Elle les a regardés un par un. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce que vous m'avez pris ce soir, vous n'avez pas pris ma force. Vous n'avez pas pris ma voix. Vous avez pris ma paix. Vous avez pris la sécurité que j'avais construite dans cet endroit pendant 3 ans. La vieille dame de la banquette 3 s'est essuyé les yeux. Jimmy est resté immobile derrière le comptoir, la mâchoire serrée. Ce dîner, a continué Léna en désignant l'espace autour d'eux, était mon sanctuaire. Un endroit où je souriais parce que je le voulais vraiment. Où je servais du café, où je me souvenais des noms, et où je sentais enfin que j'avais trouvé quelque chose de bien après. Elle a marqué une pause, se reprenant. Après tout ce que j'avais perdu. Et vous êtes entré ici et vous avez tout brisé. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde ici. Le camionneur a hoché lentement la tête, ses bras massifs toujours croisés. Alors maintenant, je vais vous donner quelque chose que vous ne m'avez pas donné, a dit Léna. Un choix. La tête du chef s'est relevée brusquement, une lueur d'espoir traversant son visage. Un choix. Mon mari a des connexions, des ressources, des gens qui lui doivent des faveurs d'une vie qu'il a laissée derrière lui. Elle a jeté un regard à Matteo, qui restait immobile comme une statue. Il pourrait vous faire disparaître. Pas vous tuer, il n'est plus cet homme-là. Mais il pourrait rendre votre vie si difficile que vous regretteriez qu'il l'ait fait. Vous perdriez vos emplois, votre logement, toute chance de vie normale. Vous passeriez des années à regarder par-dessus votre épaule. Les 3 hommes ont échangé des regards terrifiés. Ou alors, a continué Léna, vous pouvez choisir quelque chose de plus difficile. Quoi? A murmuré le trapu. La rédemption. Le mot est resté suspendu dans l'air. Vous allez travailler. Un vrai travail. Pas un service communautaire facile où vous ramassez des ordures pendant quelques week-ends et où vous oubliez ensuite. Vous serez placé avec des familles que mon mari protège encore, des familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence, de la cruauté, à cause d'hommes exactement comme vous. Vous les servirez, vous les protégerez, vous apprendrez leurs histoires jusqu'à ce que vous vous voyez clairement. La voix du grand maigre s'est brisée. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que vous changiez. La voix de Léna était maintenant de fer. Jusqu'à ce que les instincts disparaissent. Jusqu'à ce que vous compreniez au plus profond de vous pourquoi ce que vous avez fait ce soir est impardonnable. Elle a laissé la question en suspens. Et si vous n'arrivez pas à changer? Le chef a demandé d'une petite voix vaincue. Et si on refuse les deux? Matteo a parlé pour la première fois, sa voix calme mais absolue. Alors on revient au plan initial. Et vous n'aurez plus d'autre choix. Le trapu s'est laissé tomber à genoux, les mains jointes. S'il vous plaît, je vais le faire. Tout ce que vous voulez. Je vais travailler. Je vais changer. Je le jure. Ne me jure rien, a dit Léna sèchement. Jure-le à toi-même, à la personne que tu pourrais devenir si tu essayais vraiment. La vieille dame s'est levée lentement, s'appuyant sur sa canne. Elle s'est approchée des 3 hommes avec une assurance surprenante. Quand elle est arrivée devant le chef, elle l'a regardé avec des yeux qui avaient vu 8 décennies de nature humaine. Mon petit-fils, a-t-elle dit doucement, a été battu devant un bar par des hommes comme vous. 3 contre 1. Il riait pendant qu'il le faisait. Il a survécu, mais il n'a plus jamais été le même. Sa voix n'a pas tremblé. Alors, quand cette femme vous offre la rédemption, vous la prenez. Vous la prenez, et vous la méritez. Parce qu'une miséricorde comme celle-ci ne se présente pas 2 fois.
Elle est retournée à sa banquette, le bruit de sa canne ponctuant chaque mot. Le chef a regardé Léna, des larmes coulant maintenant sur son visage. Pourquoi? Pourquoi vous nous donnez cette chance? La réponse de Léna a été simple. Parce que quelqu'un a un jour donné une chance à mon mari d'être plus que ce que le monde attendait de lui. Et il l'a saisi. Elle a jeté un regard à Matteo, où l'amour et la douleur se mélangeaient. J'espère que vous serez assez intelligent pour faire la même chose. Marco a ouvert la porte et est rentré. C'est le moment de décider, messieurs. Les voitures attendent, dans un sens comme dans l'autre. Les trois hommes se sont regardés. Puis, un par un, ils ont hoché la tête. On va le faire, a dit le chef. Le travail, les familles, tout. L'expression de Marco est restée neutre. Alors allons-y. Vous avez une longue nuit devant vous. Alors qu'ils étaient escortés dehors, le chef s'est arrêté à la porte et a regardé Léna une dernière fois. Merci, a-t-il murmuré. Léna n'a pas répondu. Elle les a simplement regardés monter dans les berlines, les portières se refermant avec un bruit lourd et définitif. Les voitures sont parties, leurs feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Et Léna s'est enfin autorisée à respirer. 3 semaines plus tard, Léna se tenait derrière le comptoir du dîner, en train de plier des serviettes, quand son téléphone a vibré. Un message de Marco. J'ai pensé que tu voudrais savoir. Il continue de se présenter. Elle a jeté un regard à Matteo, qui était assis à sa place habituelle près de la fenêtre, en train de lire le journal du matin. Il a senti son regard et a levé les yeux, un sourcil levé en question. Ils suivent le programme, a-t-elle dit doucement. Une sorte de soulagement a traversé le visage de Matteo. Tant mieux. Mais Léna se demandait, est-ce qu'il changeait vraiment, ou est-ce qu'il faisait simplement semblant, terrifié par l'alternative? Elle n'allait pas se poser la question longtemps. La réhabilitation que Marco avait conçue n'était pas douce. Les 3 hommes avaient été séparés, chacun placé dans une famille différente, des familles liées à l'ancien réseau de Matteo, des familles qui avaient subi des pertes causées par des hommes comme eux. Le chef, qui s'appelait Derek, avait été assigné à la famille Castellano. Madame Castellano était une veuve dont le mari avait été tué dans une bagarre de bar 3 ans plus tôt, battue à mort par 4 hommes qui avaient décidé qu'ils les avaient mal regardés. Elle avait maintenant 2 fils adolescents qui grandissaient sans père. Le travail de Derek était simple sur le papier. Aider la famille avec tout ce dont elle avait besoin, réparer des choses, conduire les garçons à l'école, faire les courses, entretenir le jardin. Mais la réalité était bien plus compliquée. Le premier matin, Derek était arrivé à la petite maison dans le Queens à 6 heures, comme convenu. Madame Castellano avait ouvert la porte, l'avait regardé de haut en bas avec des yeux sans aucune chaleur, et avait simplement dit « Tu es en retard. Les garçons doivent être à l'école à 7h30. C'est toi qui conduis. » « Je suis en avance de 5 minutes, avait commencé Derek. En avance, c'est à l'heure. À l'heure, c'est en retard. En retard, c'est inacceptable. Elle lui avait tendu les clés de la voiture. Prouve que tu n'es pas comme les autres. Les garçons, Marco Junior, 16 ans, et Tommy, 13 ans, avaient fixé Derek avec une hostilité ouverte en montant dans la voiture. Le trajet s'était fait en silence, sauf pour les indications marmonnées par Tommy. À un feu rouge, Marco Junior avait parlé. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» Derek avait serré le volant. « Oui. Mon père est mort parce que des types comme toi pensaient que la violence était drôle. Qu'être cruel te rendait fort. » La voix de l'adolescent était froide et contrôlée. « Donc ne t'attends pas à ce qu'on t'aime. Ne t'attends pas à notre pardon. Fais juste le travail et reste hors de notre chemin. » Derek avait hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. Ça, c'était la première semaine. À la 3e semaine, les choses avaient commencé à changer, lentement, presque imperceptiblement. Derek avait réparé la rambarde du Porsche que le mari de Madame Castellano avait prévu de réparer avant sa mort. Il ne l'avait pas demandé. Il l'avait simplement remarqué et avait acheté le matériel avec son propre argent, l'argent de son travail de construction que Marco lui avait trouvé. Madame Castellano n'avait rien dit. Mais ce soir-là, elle avait laissé une assiette de nourriture sur le porche pour lui. Toujours pas d'invitation à entrer dans la maison, mais c'était déjà quelque chose. Tommy avait oublié son sac à dos à l'école un jour. Derek était retourné le chercher sans qu'on le lui demande, attendant 40 minutes sur le parking jusqu'à ce que le concierge le laisse entrer. Quand il l'avait rapporté, Tommy avait marmonné quelque chose qui ressemblait à « merci ».
Marco Junior avait été plus difficile. Il surveillait Derek comme un faucon, guettant le moindre signe de la cruauté qu'il avait montré au dîner, le moindre indice que tout ça n'était qu'une comédie. Un soir, en partant après avoir aidé à déplacer des meubles, Derek avait surpris Madame Castellano en train de parler à ses fils dans la cuisine. « Il essaie, maman », avait dit Tommy. « Je sais qu'il est l'un d'eux, mais essayer ne suffit pas », avait interrompu Marco Junior. « Papa essayait tous les jours. Il essayait d'être bon, de subvenir à nos besoins, et ces animaux l'ont tué quand même. Pourquoi ce type aurait-il une seconde chance que papa n'a jamais eue ?» Il y avait eu un silence. Puis la voix de Madame Castellano, épaisse d'émotion. « Parce que ton père aurait voulu qu'il l'ait. Ton père croyait que les gens pouvaient changer. C'est pour ça que je l'aimais. » Derek était resté figé sur le porche, la main sur la rambarde qu'il avait réparée, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait pleuré. Le trapu, Ryan, avait été placé chez une vieille dame nommée Madame Chen, dont la fille avait été agressée devant une station de métro. La fille avait survécu, mais elle ne pouvait plus quitter son appartement sans faire de crise de panique. Le travail de Ryan était de l'accompagner à ses rendez-vous chez le thérapeute, à l'épicerie, partout où elle avait besoin d'aller. Il devait être la présence sécurisante qu'elle avait perdu confiance en avoir. La première semaine, elle ne pouvait même pas le regarder. Elle restait assise sur le siège passager, tremblante, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Ryan avait commencé à parler. Pas vraiment à elle, mais à lui-même, s'excusant dans le vide. « Je n'avais jamais compris. Je n'avais jamais pensé à ce qui se passait après que des types comme moi. » À la deuxième semaine, elle lui avait posé une question. « Pourquoi tu as fait ça? À cette serveuse ?» Ryan avait eu du mal à répondre. « Je pensais que c'était drôle. Je pensais qu'elle n'était personne. Je ne la voyais pas comme une vraie personne. Et maintenant? Maintenant, je ne peux plus m'empêcher de la voir. De te voir. De voir tout le monde que j'ai. » Il avait serré le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Je ne sais pas comment réparer ça. »« Tu ne peux pas, » avait-elle répondu doucement. « Mais tu peux arrêter d'être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre se brise. » Le grand maigre, Kurt, avait été assigné à un centre communautaire dans le Bronx, le même genre de centre où Lena avait travaillé autrefois. Il donnait des cours de compétences de base à des jeunes en difficulté, supervisait des matchs de basket, nettoyait les graffitis. Une travailleuse sociale là-bas, une femme nommée Diana, l'observait attentivement. Un jour, elle lui avait demandé « Pourquoi tu es vraiment ici ?» Kurt lui avait tout raconté, le dîner, l'uniforme déchiré, le choix que Lena leur avait donné. Diana avait écouté sans l'interrompre. Puis elle avait dit « Ces enfants là-dedans ? La moitié d'entre eux ont des pères comme tu l'étais avant. Absents, violents, cruels. L'autre moitié n'ont pas de père du tout. » Elle avait pointé du doigt vers le gymnase où résonnaient les rires des enfants. « Tu veux la rédemption ? Deviens ce dont ils avaient besoin et qu'ils n'ont jamais eu. » Ça, c'était il y a 2 semaines. Maintenant, Kurt restait tard tous les soirs, aidait avec les devoirs, apprenait aux enfants à tirer des paniers, écoutait des problèmes qu'il ne savait pas comment résoudre. C'était épuisant. C'était humiliant. Et ça le changeait. De retour au dîner, Lena a posé son téléphone et a regardé Matteo. « Tu penses que ça marche ? » « Je pense, » a répondu Matteo prudemment, « qu'on le saura avec le temps. Un vrai changement ne se fait pas en quelques semaines. Ça prend des mois, des années, peut-être. Et s'ils échouent ? Alors on aura essayé. C'est déjà plus que ce que la plupart des gens feraient. » 6 semaines après cette fameuse nuit, la clochette du dîner a tinté pendant l'accalmie de l'après-midi. Lena était en train de remplir les salières quand elle a levé les yeux et s'est figée. Derek se tenait dans l'entrée, seul. Il avait l'air différent, plus maigre. Son visage était émacié par l'épuisement, ses yeux creusés par quelque chose qui ressemblait à de l'insomnie, de la culpabilité, ou les deux. Ses mains tremblaient le long de son corps. Tous les muscles du corps de Lena se sont tendus. Derrière le comptoir, Jimmy s'est redressé, sa main se dirigeant vers le téléphone. Dans sa banquette d'angle, Matteo s'était déjà levé, sa chaise raclant le sol. « Ça va », a dit Lena, sa voix étonnamment stable. « Ça va. » Elle a posé la salière avec précaution. « Lena » a commencé Matteo. « Ça va », a-t-elle répété en le regardant dans les yeux. Après un moment, il a hoché la tête, mais il ne s'est pas rassis. Il est resté debout, vigilant, prêt.
Derek a fait un pas hésitant à l'intérieur. « Je suis désolé, a-t-il dit. Marco a dit que je n'étais pas censé venir ici, que je devais rester à l'écart, mais j'en avais besoin. Je ne pouvais plus. Assieds-toi, a dit Lena en désignant la banquette la plus proche. Il s'est assis rapidement, avec gratitude, comme un homme dont les jambes ne pouvaient plus le porter. Lena s'est glissée sur le siège en face de lui, gardant une distance prudente. De près, elle pouvait voir les changements plus clairement. L'arrogance qui le définissait avait disparu, remplacée par quelque chose de brut et de brisé. « Madame Marquet, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. « Est-ce que je peux vous appeler comme ça? Ou bien? »« Lena, ça va. » Il a hoché la tête, ses mains se pliant et se dépliant sur la table. « Je sais que je ne suis pas censé être ici. Je sais que Marco va être furieux quand il l'apprendra, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus continuer sans te dire quelque chose en face. Pas par texto, pas par quelqu'un d'autre. » Lena a attendu. Elle avait appris depuis longtemps que le silence était souvent la meilleure invitation à la vérité. Les yeux de Derek étaient humides. « Ça fait 6 semaines que je travaille avec Madame Castellano et ses fils. Tous les matins, je conduis ces garçons à l'école. Tous les soirs, j'aide à réparer ce qui doit l'être. Et tous les jours, Madame Castellano me montre des photos. » Sa voix s'est brisée. Des photos de son mari à leur mariage, tenant les garçons quand ils étaient bébés, apprenant à Marco Junior à faire du vélo, juste en train de vivre, d'être un père. Ses mains tremblaient plus fort maintenant. Elle ne dit rien quand elle me les montre. Elle les pose simplement sur la table pendant qu'on prend le café. Elle m'a enfin laissé entrer dans la maison la semaine dernière, et elle me laisse regarder. Et chaque photo est comme un couteau parce que je sais que des hommes comme moi ont pris tout ça. Des larmes ont coulé sur ses joues. Il ne les a pas essuyées. L'autre soir, Tommy, il a 13 ans, est rentré de l'école en pleurant. Des gamins le harcelaient, le poussaient parce qu'il n'a pas de père pour le défendre. La respiration de Derek s'est coupée. Et Marco Junior était tellement en colère, tellement blessé. Et moi, je suis resté là à penser, c'est ce que je fais. C'est le monde que j'aide à créer. Des endroits où des enfants comme Tommy se font mal parce que des hommes comme moi pensent que la cruauté est une force. Les yeux de Lena ont commencé à brûler, mais elle a gardé son calme. J'ai passé 6 semaines à essayer d'être utile, à essayer de prouver que je ne suis plus la même personne qui est entrée dans ce dîner et... Il n'a pas pu finir. Mais la vérité, Madame Marquet, Lena, c'est que je ne sais pas si je peux changer assez. Je ne sais pas si 6 semaines, 6 mois ou 6 ans seront suffisants pour effacer qui j'étais. Alors pourquoi tu es venue ici? A demandé Lena doucement. Parce que j'ai besoin que tu saches quelque chose. Derek s'est penché en avant, la voix désespérée. Ce que je t'ai fait, ce n'était pas à cause de toi. Ça n'a jamais été à cause de toi. Tu étais gentille, professionnelle, tu faisais ton travail, et moi. Il a pressé ses paumes contre ses yeux. J'ai vu cette gentillesse et j'ai voulu la détruire parce que la gentillesse me faisait me sentir petit, me faisait sentir que je n'étais rien. Alors j'ai essayé de te réduire à rien à ton tour. Le dîner était silencieux, à part le bourdonnement du réfrigérateur et la respiration saccadée de Derek. Et maintenant, a-t-il continué, chaque fois que Madame Castellano est gentille avec moi, qu'elle me prépare à dîner, qu'elle me demande comment s'est passée ma journée, je ressens cette même petitesse. Sauf que maintenant, je comprends ce que ça signifie vraiment. Ça veut dire qu'on me montre quelque chose que je ne mérite pas, quelque chose que je dois mériter. Il a levé les yeux vers Lena, le visage complètement vulnérable. Je ne peux pas te demander ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que tu m'entendes le dire à voix haute, en face. Je suis désolée. Pas parce que ton mari m'a fait peur, pas parce qu'on me force à travailler, mais parce que je comprends enfin ce que je t'ai pris. Et je vais passer le temps qu'il faudra pour m'assurer de ne plus jamais prendre ça à personne d'autre. Lena est restée silencieuse, sentant le poids de ses mots. Une partie d'elle voulait lui dire qu'il était pardonné, pour soulager la douleur évidente qu'il ressentait, mais elle avait appris que le pardon donné trop facilement était souvent vide de sens. « Derek, a-t-elle dit enfin, tu sais ce qui a été le plus dur pour moi cette nuit-là » Il a secoué la tête. Ce n'était pas l'humiliation. Ce n'était même pas la peur. Elle l'a regardé directement dans les yeux. C'était de me demander si je me sentirais à nouveau en sécurité ici un jour. Si tu m'avais pris cet endroit pour toujours. Son visage s'est effondré. Mais voici ce que j'ai appris,
a continué Léna. La sécurité n'est pas quelque chose que quelqu'un peut te donner ou te prendre. C'est quelque chose que tu construis, quelque chose que tu choisis. Elle a pris une lente inspiration. Je choisis de me sentir en sécurité dans mon propre dîner. Je choisis de ne pas laisser ce que tu as fait définir cet endroit. C'est plus que ce que je mérite. Probablement, a accepté Léna. Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui refuse de te laisser du pouvoir sur ma vie. Elle a marqué une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Ce que tu fais avec les Castellano, c'est bien. C'est important. Mais tu ne le fais pas pour moi, Derek. Tu le fais pour toi, pour devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de faire du mal aux autres pour se sentir fort. Il a hoché la tête, s'essuyant le visage avec sa manche. Alors voilà ce que je vais te dire, a conclu Léna. J'entends tes excuses. Je reconnais ton remords. Et j'espère, sincèrement, que tu deviendras la personne que tu essaies d'être. Mais le pardon? Elle a secoué doucement la tête. C'est quelque chose que tu devras mériter, pas auprès de moi, mais auprès de toi-même. Derek est resté silencieux un long moment. Puis il s'est levé lentement. Merci. Pour m'avoir écouté. Pour ne pas m'avoir jeté dehors. Derek, a appelé Léna alors qu'il se tournait vers la porte. Il a regardé en arrière. Le fait que tu sois venu ici, que tu m'aies affronté, ça a demandé du courage. Ne le gaspille pas. Il a hoché la tête une fois, puis est sorti. La clochette a tinté quand la porte s'est refermée derrière lui. Matteo s'est approché de sa banquette et s'est glissé à la place où Derek était assis. Ça va? Oui. Léna s'est rendu compte qu'elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Oui, je crois que ça va. Il a tendu la main par-dessus la table et a pris la sienne. Tu lui as donné quelque chose d'important aujourd'hui. Quoi? La vérité. Pas de faux réconfort. Pas d'absolution facile. Juste la vérité. Matteo a serré ses doigts. C'est la seule chose qui change vraiment les gens. Dehors, Derek est resté un moment sur le trottoir, à regarder le dîner. Puis il a sorti son téléphone et a envoyé un message à Marco. Je suis allé la voir. Je sais que je n'étais pas censé. J'accepterai toutes les conséquences. La réponse de Marco est arrivée immédiatement. Madame Castellano m'a déjà appelé. Elle a dit que tu pouvais rester. Elle a dit que tu commençais enfin à comprendre. Derek a fixé son téléphone, puis a levé les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Pour la première fois depuis 6 semaines, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir a vacillé dans sa poitrine. Ce soir-là, après la fermeture du dîner, Léna et Matteo sont restés assis dans la salle à manger tamisée. Les chaises étaient empilées sur les tables, le sol était lavé, l'odeur du produit nettoyant se mélangeait au parfum persistant du café. À travers les fenêtres, la route 9 s'étendait vide et sombre, avec seulement quelques phares passant comme des souvenirs lointains. Matteo était assis au comptoir, tandis que Léna se tenait derrière, une inversion de leurs positions habituelles. Elle leur a servi du café à tous les deux, même s'il était presque minuit. Certaines conversations avaient besoin de ce rituel. « Tu es silencieuse depuis qu'il est parti », a dit Matteo en entourant la tasse chaude de ses mains. Léna s'est appuyée contre le comptoir du fond, son cardigan emprunté. Elle avait gardé celui de Maria, bien serré autour d'elle. J'ai réfléchi. À quoi? À savoir si j'ai fait ce qu'il fallait. En leur donnant ce choix. Elle a fixé son café. Et s'il ne change pas? Et si Derek jouait juste la comédie aujourd'hui? S'il disait ce qu'il pensait que je voulais entendre? Alors il échouera et il fera face aux conséquences qu'on a définies, a répondu Matteo d'un ton factuel mais pas dur. Mais et si quelqu'un se fait mal pendant qu'on attend de voir? Cette question la hantait depuis des semaines. Et s'ils font du mal à quelqu'un d'autre parce que j'ai été trop douce, trop naïve? Léna, arrête. Matteo a posé sa tasse et a fait le tour du comptoir pour se placer à côté d'elle. Tu n'as pas été douce. Tu as été assez forte pour offrir quelque chose que je n'aurais jamais pu offrir. Quoi donc? L'espoir. Il l'a tournée doucement pour qu'elle lui fasse face. Moi, je les aurais brisés, Léna. Pas physiquement, j'étais sérieux quand j'ai dit que j'avais laissé cette vie derrière moi, mais je les aurais écrasés si complètement qu'ils n'auraient plus jamais pensé à faire du mal à qui que ce soit. Par la peur, pas par la croissance. Et ça aurait été mal. Non, a-t-il dit prudemment. Mais ça n'aurait pas été toi.
Et c'est toi qui aurais dû vivre avec ce choix. » Ses pouces ont tracé des cercles sur ses épaules. Dès l'instant où j'ai franchi cette porte, j'ai voulu du sang. Je voulais qu'il souffre comme tu avais souffert, mais tu m'as arrêté. Tu as demandé quelque chose de plus difficile que la vengeance. Les yeux de Lena se sont remplis de larmes. J'étais terrifiée cette nuit-là. Quand il a déchiré mon uniforme, quand tout le monde regardait, je me suis sentie si petite. Et puis tu es entrée, et je me suis sentie en sécurité à nouveau, protégée. Elle a pressé sa main contre sa poitrine. Mais j'ai aussi eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, comme si j'étais devenue quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé, a dit Matteo avec force. Tu avais besoin de renfort. Il y a une différence. Vraiment. Sa voix s'est brisée. Parce que j'ai passé 3 ans à construire cette vie, cette version de moi qui est douce, gentille et qui croit aux secondes chances. Et en 30 secondes, 3 inconnus m'ont fait douter de tout ça. Ils m'ont fait me demander si la gentillesse n'était pas juste de la faiblesse avec un meilleur masque. Matteo a pris son visage entre ses mains, l'obligeant à le regarder dans les yeux. Écoute-moi. Ce qui s'est passé cette nuit-là, ce qu'ils ont fait, ce n'était pas un échec de ta gentillesse. C'était un échec de leur humanité. Tu ne les as pas invités en étant douce. Ils ont choisi la cruauté parce qu'ils sont brisés. Mais... non. Sa voix était ferme, mais tendre. Tu veux savoir ce que j'ai vu quand je suis entrée par cette porte? J'ai vu une femme debout, serrant son uniforme déchiré. Et tu ne criais pas, tu ne pleurais pas, tu ne t'effondrais pas. Tu étais calme, stable, comme si tu attendais quelque chose. Il a marqué une pause. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Lena a hoché lentement la tête. Je savais que tu allais arriver. Tu passes toujours vers cette heure-là, après ta promenade. Je devais juste tenir jusqu'à ce que tu arrives. Ce n'est pas de la faiblesse, Lena. C'est de la confiance. C'est savoir que tu n'es pas seule. Son front s'est posé contre le sien. Et ce que tu as fait après, leur donner un choix, affronter Derek aujourd'hui, ça a demandé plus de courage que tout ce que j'ai fait. Elle s'est laissée aller contre lui, puisant de la force dans sa solidité. Je n'arrête pas de penser à Madame Castellano, a dit Lena, à comment elle a perdu son mari à cause d'hommes comme Derek. Et moi, je suis là, vivante, en sécurité, avec toi à mes côtés. Quel droit ai-je d'offrir de la miséricorde alors qu'elle vit avec une perte permanente? Peut-être, a répondu Matteo doucement, que c'est exactement pour ça que tu peux l'offrir. Parce que tu sais à quel point il est précieux de ne pas perdre quelqu'un. Parce que tu sais ce que ça signifie d'avoir une seconde chance quand le monde disait que tu étais fini. Il s'est légèrement écarté pour la regarder. J'étais censé être mort, Lena. Tout le monde le croyait, et tu aurais pu rester dans ce chagrin, le laisser te consumer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de croire que je pouvais revenir, que nous pouvions recommencer. C'était différent. Vraiment. Il a essuyé une larme sur sa joue. Tu m'as donné une chance d'être plus que le Black Lion. D'être simplement Matteo, un homme qui boit du café, qui répare les robinets qui fuient et qui aime sa femme. Tu as vu quelque chose en moi qui valait la peine d'être sauvé, alors que je ne le voyais pas moi-même. Lena pleurait ouvertement maintenant. J'avais tellement peur de t'avoir perdu. Ces 8 mois. Mon Dieu, Matteo, j'avais envie de mourir. Chaque matin semblait impossible. Et puis tu es revenu, brisé et couvert de cicatrices. Et j'ai réalisé que te perdre aurait été plus facile que de te regarder mourir lentement de culpabilité et de rage. Mais tu ne m'as pas laissé faire, a-t-il dit. Non de violence. Pas de retour en arrière. Juste la paix. Il a souri tristement. Même si la paix est bien plus difficile que la guerre ne l'a jamais été. C'est plus dur, a demandé Lena. Bien plus dur. Parce que la guerre a des règles claires, des ennemis clairs. La paix exige que tu vives avec l'incertitude. Que tu fasses confiance, que tu te pardonnes à toi-même surtout. Il a embrassé son front. J'ai passé 3 ans à apprendre à être un homme qui ne résout pas les problèmes par la peur. Certains jours, j'y arrive bien. D'autres jours, comme cette nuit-là, j'ai envie de retourner à ce que je connaissais. Mais tu ne l'as pas fait. Grâce à toi. Sa voix était brute d'émotion. Parce que tu m'as demandé de faire confiance à ta façon, la miséricorde, la responsabilité, la rédemption, peut-être que ça pouvait vraiment marcher. Même quand tous mes instincts criaient vengeance. Ils sont restés debout ensemble dans le dîner silencieux,
se tenant l'un l'autre comme des ancres dans une tempête qui était passée, mais qui avait laissé ses marques. « Est-ce que tu regrettes ?» a finalement demandé Léna. « D'avoir quitté cette vie ? Parfois je me demande si le pouvoir te manque. » Le respect. La certitude que ça donnait. Matteo est resté silencieux un long moment. La simplicité me manque, a-t-il admis. Me manquait de savoir exactement qui j'étais et ce que je représentais. Mais je ne regrette pas l'homme que j'étais en train de devenir. Dur. Froid. Méfiant envers tout le monde. Il a regardé autour de lui le dîner, les banquettes en vinyle rouge, le comptoir où les habitués s'asseyaient, les fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Cet endroit m'a appris plus sur la force que 20 ans dans l'autre monde ne l'ont jamais fait. Comment ? Parce que la force n'est pas une question de qui tu peux blesser ou contrôler. C'est une question de ce que tu protèges. Ce que tu construis. Ce que tu refuses de perdre même quand le monde essaie de te le prendre. Il lui a souri, un sourire sincère et chaleureux. Tu as toujours su ça. Je suis juste enfin en train de rattraper mon retard. Léna a posé sa tasse de café et l'a serrée complètement dans ses bras, pressant son visage contre sa poitrine. Les battements de son cœur étaient réguliers. Familiers. Comme un foyer. « Je t'aime, murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, a-t-il répondu en la serrant plus fort. Et je suis désolée que tu aies dû traverser ça. Désolée de ne pas être arrivée 5 minutes plus tôt. Tu es arrivée exactement quand j'avais besoin de toi. » Elle s'est légèrement reculée pour le regarder. Mais je suis contente d'avoir eu ces 5 minutes seule pour me rappeler qui je suis. Pour me rappeler que je ne suis pas fragile juste parce que je suis gentille. Tu n'as jamais été fragile, a dit Matteo. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Dehors, un camion est passé dans un grondement sur la route 9. À l'intérieur du Milleres dîner, 2 personnes qui avaient choisi la paix plutôt que le pouvoir se tenaient ensemble dans l'obscurité, reconstruisant ce que la cruauté avait essayé de briser. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, Léna a ressenti quelque chose qu'elle avait peur d'avoir perdu pour toujours. Elle s'est sentie entière. 3 mois plus tard, l'automne s'était complètement installé sur la route 9. Les érables qui bordaient la route flamboyaient d'orange et d'or. L'air du matin portait la promesse fraîche de l'hiver. À l'intérieur du Milleres dîner, le café était chaud, la plaque chauffante grésillait avec des hash browns, et la vie avait retrouvé son rythme. Léna se déplaçait entre les tables avec la même grâce douce qu'elle avait toujours eue. Mais quelque chose avait changé. Les habitués le voyaient, un acier tranquille sous la gentillesse. Une assurance qui n'était pas là avant. Elle se souvenait toujours des commandes, souriait chaleureusement, faisait en sorte que chacun se sente vu. Mais maintenant, quand elle traversait le dîner, les gens ressentaient sa présence différemment. Elle était toujours gentille. Mais plus personne ne confondrait jamais gentillesse et faiblesse. La clochette a tinté à 7h30 et la foule du petit déjeuner du matin a levé les yeux par réflexe, une habitude née 3 mois plus tôt qui ne s'était pas effacée. Mais ce n'était que le vieux monsieur Patterson, qui venait tous les mardis pour des biscuits et de la sauce. « Bonjour Léna. »« Bonjour monsieur Patterson. Comme d'habitude. Tu me connais. » Dans la banquette d'angle près de la fenêtre, Matteo était assis avec son journal et son café noir. La même place qu'il avait revendiquée tous les matins depuis cette nuit-là. Il ne le disait jamais, mais Léna savait pourquoi il s'asseyait là. De cet angle, il pouvait voir tout le dîner, la porte, et Léna où qu'elle se déplace. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même pour les hommes qui essaient de laisser la violence derrière eux. Mais elle ne lui en voulait pas. Sa présence était un réconfort, pas une cage. Jimmy a crié depuis la cuisine. Commande prête, table 5. Maria, qui avait été promue à temps plein après avoir fait ses preuves cette nuit difficile, a attrapé les assiettes avec une efficacité rodée. Elle était devenue farouchement protectrice envers Léna. Elle observait les clients masculins d'un œil suspicieux, prête à intervenir si le ton de quelqu'un changeait. « Maria », lui avait dit Léna doucement la semaine précédente. « Tu n'as pas besoin de me protéger. »« Je sais », avait répondu la jeune femme. « Mais j'en ai envie. Tu m'as appris quelque chose cette nuit-là. » Quoi donc? Que tenir bon ne veut pas dire tenir seul. Maintenant, alors que l'heure de pointe du matin retrouvait son rythme confortable, la clochette a tinté à nouveau. Cette fois, la main de Léna s'est figée sur la cafetière. Derek est entré, suivi de Ryan et de Kurt. Les 3 hommes se sont arrêtés juste après la porte, incertains, attendant. Le dîner est devenu silencieux.
Jimmy est apparu à la fenêtre de la cuisine. Le journal de Matteo s'est abaissé lentement. La fourchette de Monsieur Patterson s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Lena a posé la cafetière et s'est avancée vers eux, le cœur calme malgré son rythme accéléré. Derek a parlé en premier, la voix basse et respectueuse. Madame Marquet, on sait qu'on ne devrait pas débarquer comme ça, mais Marco a dit, il a dit que si on voulait, on pouvait demander. La permission, je veux dire, de revenir. Pas en tant que. Il a cherché ses mots. Pas en tant que ceux qu'on était avant, mais en tant que client. A terminé Lena doucement. Les trois ont hoché la tête. Elle les a observés. Ils avaient l'air différents de ceux d'il y a 3 mois. Derek avait perdu sa démarche arrogante. Ses épaules portaient maintenant de l'humilité plutôt que de l'arrogance. Les yeux de Ryan n'avaient plus cet éclat méchant, remplacé par quelque chose de plus doux, plus triste, plus sage. Kurt se tenait plus silencieux, plus petit, comme un homme qui avait appris la valeur de prendre moins de place. Madame Chen, a soudain dit Ryan, la voix épaisse d'émotion. La femme que j'aide, elle m'a demandé de dîner avec sa famille la semaine dernière. À table. Pas sur le porche ou dans la voiture. À table. Ses yeux étaient humides. Elle a dit que je l'avais mérité. Kurt a ajouté rapidement. Les enfants du centre, ils ne savent pas vraiment pourquoi je suis là. Ils savent juste que je viens tous les jours. Et la semaine dernière, l'un d'eux, un gamin nommé Marcus qui ne parle jamais, m'a demandé si je venais à son match de basket. Pas parce qu'il devait, mais parce qu'il voulait que je sois là. La voix de Derek était à peine plus qu'un murmure. Le fils de Madame Castellano, Marco Junior, il m'a parlé de son père, il m'a montré des photos, il m'a raconté des histoires. Et hier, il a dit. Sa voix s'est coupée. Il a dit que son père aurait aimé que le Porsche soit réparé. Qu'il aurait apprécié que quelqu'un prenne soin de sa famille. Lena a senti les larmes lui monter aux yeux, mais elle a gardé son calme. Derrière elle, elle a entendu la chaise de Matteo racler le sol, non pas en menace, mais par attention. Ça fait 3 mois que vous travaillez, a dit Lena. C'est bien. C'est important. Mais le changement ne se mesure pas autant. Il se mesure à qui vous devenez quand personne ne regarde. On le sait, a répondu Derek. Et on n'est pas guéri. Je ne pense pas qu'on le sera un jour complètement, mais on essaie tous les jours. Et on voulait. Il a regardé ses compagnons, puis est revenu à Lena. On voulait que tu saches que ce que tu nous as donné, ce choix, ça nous a sauvé la vie. Pas de ton mari. De nous-mêmes. Le dîner est resté silencieux. Chaque client était à nouveau témoin, mais cette fois de quelque chose de différent, de responsabilité, de transformation, du travail dur et laid de la rédemption. Lena a pris une lente inspiration. Il y a des règles si vous voulez venir ici. Les trois se sont redressés, attentifs. Vous traitez chaque personne dans ce dîner avec respect. Le personnel, les clients, tout le monde. Vous laissez un pourboire correct. Vous êtes patient quand le service est lent. Et si jamais je vous vois traiter quelqu'un comme vous m'avez traité, vous ne remettrez plus jamais les pieds ici. Sa voix était calme, mais absolue. Vous avez compris? Oui, madame, ont-ils répondu en chœur. Et une dernière chose. Les yeux de Lena sont passés de l'un à l'autre. Vous n'avez pas le droit de vous sentir bien dans votre peau juste parce que vous venez ici. Ce n'est pas pour gagner mon pardon ou pour me prouver quelque chose. Vous venez ici parce que c'est un dîner, et un dîner sert tout le monde, même les gens qui travaillent à devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. La voix de Derek était rauque. Merci. Lena a hoché la tête une fois, puis a désigné une banquette vide au fond, ni cachée ni centrale. Un endroit pour exister sans réclamer l'attention. Alors que les 3 hommes se dirigeaient vers elle, la vieille dame de la banquette 3, celle dont le petit-fils avait été battu, s'est levée lentement. Elle s'est approchée de leur banquette avant qu'ils ne s'assoient, et les 3 se sont figés. Elle les a regardés chacun à leur tour avec des yeux qui avaient vu trop de douleur. Puis elle a dit simplement. Mon petit-fils commence l'université communautaire le mois prochain. Il étudie le travail social. Il dit qu'il veut aider les gens en colère à devenir autre chose. Elle a marqué une pause. Alors continuez. Continuez le travail. Parce que des gens comme lui ont besoin de voir que le changement est possible. Puis elle est retournée à son petit déjeuner, laissant les 3 hommes la regarder en silence, stupéfaits. Matteo s'est approché de Lena au comptoir et lui a parlé assez bas pour qu'elle seule entende. Tu es sûre de ça? Non, a-t-elle admis.
Mais je suis sûr de donner aux gens la chance de me prouver que j'ai raison, ou tort. Il a souri, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. C'est ma femme. La matinée a continué. Le café a été servi, les commandes prises, les conversations ont repris. Les 3 hommes dans la banquette du fond sont restés silencieux, ont commandé simplement. Et quand ils sont partis 1 heure plus tard, ils ont laissé un pourboire 3 fois supérieur à leur addition. Alors que la clochette tintait derrière eux, Jimmy a crié depuis la cuisine. « Tu penses qu'ils vont vraiment y arriver ?» Lena a essuyé le comptoir, ses gestes précis et assurés. « Je ne sais pas, mais on leur a donné les outils. Ce qu'ils construisent avec, ça dépend d'eux. » Monsieur Patterson a levé sa tasse de café en un petit salut. « Tu es une bonne femme, Lena Marquet. »« Je suis juste une femme qui croit que les gens peuvent être meilleurs que leurs pires moments, » a-t-elle répondu, « s'ils sont prêts à faire le travail. » Matteo est retourné à sa banquette d'angle, son journal étalé devant lui, mais il ne lisait pas. Il regardait Lena se déplacer dans le dîner qu'elle avait reconquis, non pas par la violence ou la vengeance, mais par l'acte calme et radical de choisir la miséricorde sans sacrifier sa force. Dehors, le soleil d'automne montait plus haut sur la route 9. Les voitures passaient, les camions roulaient, le monde continuait de tourner. Et à l'intérieur du Milleres dîner, là où la cruauté avait autrefois déchiré le tissu et la dignité, quelque chose d'autre était en train d'être tissé. Quelque chose de fragile, mais de réel. La paix. Une paix durement gagnée, soigneusement entretenue, farouchement protégée. Le genre de paix qui ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la présence de personnes qui refusent de laisser la cruauté avoir le dernier mot. Lena a croisé le regard de Matteo à travers le dîner. Il a légèrement levé sa tasse de café, un silencieux signe de reconnaissance, une compréhension partagée. Ils avaient construit ça ensemble, ce sanctuaire, cette seconde chance. Et peu importe ce qui franchirait cette porte ensuite, ils l'affronteraient comme ils avaient affronté tout le reste. Ensemble. Le dîner restait toujours ouvert, parce que certains endroits ne sont pas seulement faits pour la nourriture, le café ou un abri loin de la route. Certains endroits servent à prouver que les choses brisées peuvent être réparées, que les choses douces peuvent être fortes, que la miséricorde et la justice ne sont pas opposées, mais des partenaires dans le lent et difficile travail de rendre le monde un peu moins cruel. Et dans un petit dîner sur la route 9, 2 personnes qui avaient choisi la paix plutôt que le pouvoir servaient du café, retournaient des pancakes et rappelaient à tous ceux qui franchissaient cette porte une vérité simple. La force n'est pas une question de qui tu peux blesser. C'est une question de ce que tu refuses de perdre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Si tu as aimé, tu vas adorer la suivante. Elle est pleine de rebondissements inattendus et de moments touchants. Clique sur l'image à l'écran pour continuer le voyage. Et surtout abonne-toi pour plus d'histoires incroyables. Laisse-moi un commentaire et note cette histoire de 1 à 10. J'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé.